Les vrais faux, les résultats, des petites idées qu'on a postées sur notre page Facebook. Alors, comment ça va se dérouler durant cette heure? On parle comment, de quoi et sur quel thème de quoi. Voilà. Bon, on va les prendre une par une en fait, Ouais. j'ai envie de dire. Et puis bon, peut-être qu'on fera une petite sélection. Je sais pas si on aura le temps de parler tout, mais on pourra en reparler au fur et à mesure des autres émissions. Vous avez bien répondu, hein, c'était assez intéressant. Alors il y a des questions sur lesquelles vous êtes unanime, et puis des autres sur lesquelles finalement on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Alors la première, là, tout le monde est d'accord. C'est formidable, sauf moi. Après, est-ce que c'est l'unanimité qui l'emporte? La question c'était: les carottes sont sucrées. C'était une affirmation, vrai ou faux? Alors tout le monde est d'accord, c'est vrai. Pas tout à fait. C'est plutôt faux. La carotte a plutôt pas un goût sucré, mais la carotte est douce. C'est bien différent du goût sucré. Moi, j'aurais dit vrai, mais juste en mangeant le cœur de la carotte. Elle est en deux parties. Le cœur est plus sucré, je trouve, que sa périphérie. Mais non, elle est plus douce en fait. Ah oui, le cœur, c'est technique quand même. Hein. Ah ouais, tu oui. dépiotes tes carottes, toi. Quand j'étais gamin, ouais. Ah ouais. Je mangeais déjà une tour et je finissais par le cœur. Intéressant. Voilà. Alors c'est vrai, il y a deux parties dans la carotte. La carotte est assez douce en fait. Et en général, c'est ce qu'on dit, hein, que les diabétiques doivent pas manger de carottes. Alors on dit ça aussi pour la betterave, je l'entends aussi pour les artichauts, le potiron. Alors ce ne sont pas pour autant des aliments sucrés. Le goût qu'on va percevoir des aliments, en fait, c'est un subtil mélange entre leur goût sucré, leur goût acide, leur goût amer et leur goût salé. Dans beaucoup de fruits et légumes, finalement, s'il y a peu de goût amer dans la carotte, par exemple, on va sentir que le goût très doux. C'est pas pour autant que cet aliment contient beaucoup de sucre. En fait, c'est là un peu que finalement on se fait avoir par la douceur de l'aliment. Par exemple, les carottes, alors je vais aller chercher des chiffres, hein, comme ça tout le monde se met d'accord. Une carotte, c'est 6 grammes de sucre pour 100 grammes, ce qui représente un morceau de sucre. Clairement, on est dans la moyenne des légumes. Donc c'est pas exceptionnel. Si on prend des haricots verts, par exemple, on est à 4 grammes. Oui. Ça fait pas une très grosse différence, clairement. Ça en fait pas des aliments sucrés. Il en faudrait beaucoup plus pour que ce soit sucré. Et finalement, on dit pas que les haricots sont sucrés. Parce que les haricots, finalement, ils ont peut-être un goût amer ou un goût acide qui est plus important. De même que dans un pamplemousse, par exemple. Les pamplemousses sont moins acides que les oranges. Mais là, tout le monde se dit, il y a un vrai problème. Et ben non, pas du tout. Parce que dans l'orange, le goût sucré est plus important que dans le pamplemousse. Ce qui fait qu'il va beaucoup plus masquer le goût acide du pamplemousse. Donc il faut se méfier. Globalement, les légumes, c'est des légumes, c'est pas sucré. Et puis les fruits, ils vont être plus sucrés, mais ce ne sont pas pour autant des aliments hyper sucrés. On n'est pas en train de manger des bonbons. Donc les carottes sont douces et non sucrées. Et ne sont pas sucrées. Voilà, donc amis diabétiques, faites-vous plaisir, c'est la saison, mangez des carottes. Deuxième affirmation. Le pain fait grossir. Alors là, ça fait débat. Moi, j'entends autre chose. J'entends souvent le pain fait grossir surtout ce qu'on met dessus. Eh oui, alors ça, c'est la suite en général. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un aliment fait grossir ou pas? Non. Alors là, ça fait un peu réponse de politique. Rien fait grossir, rien ne fait maigrir. En fait, c'est vrai. C'est finalement la quantité et la fréquence à laquelle on va consommer les aliments. Alors c'est sûr que le pain, ça fait partie des aliments qui vont amener de l'énergie sous forme de sucre lent, comme vous dites. Alors maintenant on dit glucides complexes. C'est beaucoup plus compliqué, mais l'idée, c'est notre énergie. Donc on en a besoin, mais clairement, si on amène trop d'énergie par rapport à ce qu'on dépense, on ne fait pas sa balance. Et là, évidemment, ça va faire prendre du poids. Mais manger un morceau de pain avec son repas, ça ne va pas faire grossir. Après, c'est sûr, c'est comme tout, quoi. Si on mange beaucoup de pain avec beaucoup de pâte à tartiner au chocolat à la noisette, ou avec beaucoup de charcuterie, par exemple, c'est sûr qu'on a plus de chances d'amener plus d'énergie, d'apporter un excès et de prendre du poids. Mais l'aliment en lui-même, on ne peut pas vraiment dire qu'il va provoquer de la prise de poids s'il est consommé correctement. On dit qu'il est complet, le pain, comme aliment. Comment ça, complet? Je sais pas, on dit... Il y a tout dedans, quoi. Ouais. Non. Non, voilà. J'ai envie de dire que non, parce J'aurais que... pu la mettre, celle-là. T'aurais pu la mettre, exactement. Le pain, est-ce que c'est un aliment complet? Non, il n'y a pas d'aliment parfait. Rien se suffit à aucun aliment qui suffit à lui-même. En fait, dans le pain, on va surtout trouver donc ces fameux sucres lents, donc l'énergie à diffusion progressive, un petit peu de fibres, quelques minéraux, quelques vitamines, mais pas toutes. Par exemple, le pain contient très peu de protéines. Il contient très peu de graisse. Donc, comme on en a besoin, non, à lui seul, non.
Avec une tranche de jambon, ça peut commencer à s'arranger. Ouais. Un morceau de fromage aussi, mais encore, ce sera pas tout. Donc non, le pain peut pas suffire à lui-même. Alors le pain fait grossir moitié-moitié sur le sondage. Ouais, alors c'est plutôt faux. Voilà. Troisième affirmation, les sodas light sont plus sucrés que les sodas normaux. Alors là encore, division entre vous. Alors le soda light, c'est un soda dans lequel on va trouver zéro sucre en fait. Réellement, on ne trouvera pas notre bon gros morceau de sucre qu'on connaît. On va trouver pour sucrer nos fameux édulcorants. Donc en fait, ce qu'on va retrouver dans le soda light ou dans le soda zéro, c'est le goût sucré. Et c'est vrai que parfois, il peut être perçu, mais après ça dépend des gens, beaucoup plus sucré. La puissance du goût sucré peut être plus importante. Ça, c'est aussi un petit peu en fonction de nos goûts. Et puis notre capacité finalement à percevoir le goût sucré des édulcorants. Tous les édulcorants, il existe différentes molécules, on va pas tous les percevoir de la même manière. Il y a des gens qui vont trouver que l'aspartame c'est amer, que ça va avoir un goût métallique, ou voire carrément que ça ne sucre pas du tout. Ah oui. Et d'autres non. Comme c'est un espèce de leurre au niveau de la langue et que le goût de chacun est quand même un petit peu profilé différemment, on va pas avoir la même perception. Mais quand vous consommez un soda light ou un soda zéro, il contient normalement zéro sucre, donc zéro calorie. Donc la perception du goût peut être, en fonction des gens, le goût peut être senti plus sucré, mais ils sont pas plus sucrés en réalité, bien au contraire, il n'y en a pas du tout dedans. Bon. Il faut manger du pain complet, c'est mieux ou pas ? Alors tout le monde dit vrai, vous êtes unanime là-dessus. Alors c'est mieux, certes. Le pain complet, on va retrouver la peau du grain de blé. Quand je disais que le pain était complet, j'aurais dû... Oui, alors c'était pour ça, je te fais préciser. On a toujours, Okay. on n'a pas tous les mêmes représentations, donc nous on fait toujours préciser parce que ça peut être source d'incompréhension, la communication, tu sais bien. Alors, on va trouver plus de fibres dans le pain complet. Donc c'est-à-dire c'est la peau du grain de blé. À l'intérieur, donc ça augmente l'apport en fibres, donc on sait qu'on a besoin de consommer des fibres, et il est un peu plus riche en minéraux, notamment. Donc il a un plus nutrition. Est-ce que pour autant il faut bannir le pain blanc ? Non, si on n'aime pas le pain complet, ça commence à être un problème. Ceux qui n'aiment pas ça, ils ne doivent pas trouver que c'est mieux. Et c'est pas indispensable pour être en bonne santé de manger du pain complet. De même, souvent c'est quelque chose qu'on entend chez les diabétiques. Il faut absolument manger du pain complet. C'est vrai que le pain complet, il va se digérer un peu plus lentement. Donc déjà pour tout le monde, on aura faim moins vite. Ce qui va jouer aussi sur des espèces de facteurs de régulation de la glycémie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les diabétiques, mais c'est pas l'arme infaillible pour pas avoir faim et pour gérer ses glycémies. Donc si on aime ça, on peut en consommer, mais si on n'aime pas ça, on n'est pas obligé d'en consommer, quoi. Alors le pain, on le trouve sous toute forme, ils sont assez variés dans la... Il y a du pain aussi au grain. Ah ouais, des pains aux graines. Alors dès qu'on va trouver des petites graines à l'intérieur, on est plutôt... Alors c'est sûr qu'on va être enrichi en fibres, donc ça reste quelque chose d'intéressant, mais on va retrouver aussi dans toutes ces graines le lin ou l'orge par exemple. Dans lin, on va trouver surtout des acides gras essentiels. Par exemple, c'est des graines plutôt grasses avec lesquelles on fait de l'huile. Quand ça va être des céréales plutôt entières dedans, on va trouver justement là plus de fibres et plus de minéraux. Ça peut être une vraie gourmandise, le pain. Ça peut apporter aussi une variété à notre repas du matin, par exemple. C'est pas forcément inintéressant, quoi. Ça peut être une alternative gourmande. C'est une question de goût avant tout, là, pour le coup. C'est question de tout avant tout, il n'y a pas de nécessité vitale. Nos fibres et nos minéraux, si on a une alimentation diversifiée, on va les trouver dans d'autres aliments, quoi. Allez, la dernière sur le pain. On trouve le pain blanc, le pain bien cuit. Il y a une différence au niveau nutritionnel ou pas du tout ? C'est toujours une question de goût ? Ouais, c'est une question de goût entre le pain bien blanc et le pain bien cuit. Il se passe rien, le pain, ça reste le pain. Au départ, il y a pas de génération spontanée. Tout se transforme, d'accord. La seule différence entre un pain bien cuit et un pain plutôt moins cuit, ça peut être des problèmes de digestion, de l'amidon, et ça c'est propre à chaque personne. Les gens qui ont plutôt les intestins sensibles peuvent avoir du mal à manger un pain peu cuit, voilà. 9h24, notre émission Nutrition Santé jusqu'à 10h avec Elsa Olivieri, diététicienne, et les vrais faux cette semaine. Alors on a vu quelques réponses, pas mal de divisions sur les résultats, comme quoi il y a du travail. Et oui. Et donc on en est là. Quand on a du cholestérol, mal du 21e siècle, on ne doit pas manger de beurre ou on doit en manger ?
Là, ça divise. On est divisé Encore, même très très loin. Et puis en plus, avec l'avènement de toutes ces margarines magiques, alors le beurre en prend encore un peu plus, prend du plomb dans l'aile. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment on a dit, c'est vrai, quand on a du cholestérol, le beurre, vaut mieux éviter. Pourquoi ? Parce que le beurre contient du cholestérol. Comme d'autres aliments qu'on aurait pu mettre, qui prennent exactement de la même manière. Le fromage, évidemment, il contient les mêmes graisses. Il est issu du lait de la même manière. Les charcuteries, notamment, et le bœuf. Alors le bœuf, j'ai jamais trop compris parce que ça, c'est pas du tout fondé, mais on va le laisser de côté. Beurre, charcuterie et fromage, on doit éviter parce qu'ils contiennent du cholestérol. Alors c'est vrai qu'à l'époque de la sortie du cholestérol gros méchant loup, dans les années 80, on va dire, fin des années 80, on a opposé tout un monde végétal au monde animal, parce que le cholestérol se trouve pas dans le monde animal. Donc toutes les graisses végétales, c'était super, c'était génial, il fallait consommer que ça, et surtout pas de graisse animale. Bon, aujourd'hui on sait que y a des graisses végétales qui sont pas forcément les bienvenues, notamment l'huile de palme qu'on a consommée plutôt en grande quantité quand on a remplacé beaucoup de matières grasses animales. La végétaline dans les frites par exemple, c'est l'huile de palme. Mais finalement, on a besoin d'un peu de tout. Et le beurre va pas se contenter de ramener uniquement du cholestérol ou des acides gras saturés. Il va aussi amener des vitamines intéressantes. Et aujourd'hui, on sait que les acides gras du lait, donc les graisses du lait, en fait, ça veut dire, sont quand même aussi intéressantes. Donc il nous en faut aussi. D'autant plus que notre alimentation, elle est responsable que de 30% de notre taux de cholestérol. Donc finalement, on peut avoir de l'impact, ça dépend de ses habitudes, si c'est vraiment, ça prend une part importante l'alimentation, mais pas tant que ça. Donc supprimer complètement le beurre, c'est pas si important que ça. Qu'est-ce qui va jouer dans les facteurs de risque pour avoir du cholestérol ? Malheureusement la génétique à 30%, et puis le poids, et surtout si vous avez du ventre. Qui va être un facteur de troubles métaboliques, donc comme le cholestérol. Donc quand on a du cholestérol, tartiner le matin avec du vrai beurre, avec goût de beurre et vitamine du beurre et tout le tralala, finalement c'est pas forcément un problème, quoi. Après, si comme tout, si on est dans l'excès, là clairement on va avoir une influence. Mais non, quand on a du cholestérol, il n'y a pas de raison de pas consommer de beurre, mais finalement sur les tartines le matin, et puis ne pas consommer que du beurre comme matière grasse, et ça c'est valable pour tout le monde. Alors le beurre c'est pareil, il y en a à foison, avec des beurres anti-cholestérol en plus. Tiens, c'est marrant parce qu'on dit il y en a dedans, et après on dit c'est anti. C'est pas du beurre. Ah voilà, il faut faire une différence. Le beurre, c'est pas dur, c'est écrit dessus. Donc tous les Français qui savent lire, quand ils vont faire leurs courses, doivent pouvoir retrouver le beurre. Le beurre en général, donc c'est un truc moche rangé en palette en bout du rayon. Ou en bas, voilà. Dans son papier d'alu, en tablette de 250 grammes, où il y a écrit beurre. Le reste, dans sa barquette en plastique, il a besoin d'une barquette en plastique parce que s'il reste dans sa boîte en alu, dans son papier d'alu, il va se débiner, quoi. Il va fondre un peu plus facilement parce que bien souvent, ce sont des margarines qui vont être fabriquées rarement avec des graisses laitières, mais plutôt des graisses végétales. Et on ne trouvera pas forcément des choses intéressantes, même dans les matières grasses dites anti-cholestérol. On en parlera un peu plus la semaine prochaine si ça vous intéresse sur notre émission sur le gras. Mais il faut différencier donc le beurre et la margarine. Le beurre et la margarine. Beurre, clairement, c'est du beurre. Bon, c'est la graisse issue du lait que faisaient nos arrière-grand-mères, qu'on a toujours fait. La margarine, ça va être un produit de synthèse obtenu majoritairement avec des graisses végétales qu'on aura mélangées pour que l'huile soit avec d'autres, pour que l'huile soit plus figée. Parce que vous voyez bien, l'huile c'est liquide au départ. Il va bien falloir trouver un truc pour que ça se tartine. Ouais. Et alors, on a les mêmes vertus ou pas entre consommer du beurre ou de la margarine ? Non, en fait, parce que du coup, dans le beurre, on va trouver donc des graisses particulières, des vitamines particulières, notamment de la vitamine A, qu'on va pas retrouver forcément dans des matières grasses végétales. On va plutôt retrouver des graisses de type oméga. Voilà. Donc finalement, chacun a son rôle, chacun sa place, quoi. Donc si vous voulez supprimer un type de matière grasse, ça revient à dire que finalement il y aurait une matière grasse parfaite supérieure qui va permettre de couvrir tous nos besoins. C'est pas tout à fait le cas. Ouais, mais c'est plus facile à tartiner. C'est plus facile à tartiner. Alors le beurre a pas besoin de se mettre au frigo. C'est vrai ? Bah non. Ah bon ? Ouais. Faut pas chauffer à 25 chez soi, quoi, non plus, mais. Ouais, non, mais si c'est marrant. Oui, mais à la maison, il fait quoi normalement dans les 19 ?
Après, sinon, si vous avez un cellier, quelque chose comme ça, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Après, s'il fait 25 chez vous, admettons, bon, voilà. Faut pas le laisser près du poêle. Et puis, vous pouvez le sortir le soir, là, pour le lendemain matin, hein, et il se tartine facile. Hein. Après, il existe des beurres tendres. Alors, ça va être marqué beurre tendre, auquel cas là ça reste du beurre et c'est travaillé, donc il peut se tartiner plus facilement aussi, mais il y a d'autres stratégies pour l'avoir plus facile à étaler. Alors c'est vrai que la margarine c'est souvent choisi aussi parce que ça se tartine plus facilement, ça c'est pas faux. Mais il y a d'autres astuces, hein. Si vous faites griller votre pain ça va bien aussi, enfin voilà quoi. Bah oui, ça fait fondre du coup. Et ça je savais pas qu'on pouvait conserver le beurre et c'est de leur faute aussi, ils les mettent dans les rayons frais. Bah oui, mais si tu le mets pas, le problème c'est que si tu le mets pas au rayon frais, il va être quand même vachement plus mou. Et là, au transport, ça peut poser problème. Si t'as déjà oublié tes courses dans le frigo, dans le coffre en plein été, le beurre, ça peut vite être un problème. Même, Après, c'est vrai que pour des questions de rancissement, c'est-à-dire ce goût un peu de Roquefort qui va développer le beurre, il le conserve au frigo. Et c'est vrai que si vous consommez peu de beurre, une tablette de 250 grammes, c'est vrai que si vous la laissez à l'extérieur tout le temps, si vous le consommez pas assez rapidement, ça peut se mettre à rancir et auquel cas c'est pas très agréable. Mais les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Après c'est question de temps et question de température aussi. Mais le beurre c'était au cellier avant. Ah ouais. Bon, ben voilà, tiens, une autre idée. 9h41, notre émission Nutrition Santé. Nous parlons des idées reçues, des vrais faux. On a posté des questions sur notre page Facebook et on a nos réponses. Alors, on a traité quelques-unes. Une qu'on entend souvent, pour maigrir, il faut boire. Oui, il faut boire. De l'eau, hein. De l'eau, oui. Déjà, pour commencer. Soyons d'accord, c'est de l'eau. Alors, c'est vrai que moi, souvent, j'entends en consultation, quand les gens me décrivent leur alimentation, ils insistent sur le fait que je bois beaucoup. Alors, oui, certes, si vous avez beaucoup soif, ça peut être intéressant. Boire beaucoup, ça fait beaucoup faire pipi, ça c'est une évidence. Alors après, c'est vrai que cette idée est grandement véhiculée par finalement l'industrie de la flotte, avec ce buvez éliminé, mais qui veut dire exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. Boire, ça fait pas maigrir. Boire, ça hydrate. On a besoin de boire parce que finalement l'eau c'est quelque chose dont on est constitué à plus de 60%. C'est pas négligeable. On a besoin de s'hydrater. Et c'est un métabolite qu'on utilise dans toutes nos réactions comme d'autres en fait. Donc finalement on a besoin d'eau. La déshydratation c'est quelque chose qui peut nous tuer assez rapidement. Donc forcément on a besoin de boire. Mais en aucun cas ça ne fait maigrir. C'est sûr que quand on maigrit, on va produire plus de déchets. Donc il faut être vigilant à avoir une hydratation suffisante. Maintenant délaver ses reins c'est pas une bonne chose non plus. Donc non, boire ça ne fait pas maigrir. Bon, ils ne s'y sont pas trompés. Les 3/4 ont répondu faux. Ouais. Voilà. Ah tiens, celle-là elle est sympa, de bon matin. Le chocolat constipe. Et de bon matin, le chocolat constipe. Alors ça c'est terrible. Je ne connaissais pas cette idée reçue. Là. Tu connaissais pas? Tu m'aurais dit fais grossir encore, je crois. Alors, le chocolat constipe, c'est quelque chose qu'on entend souvent, que le chocolat, ça constipe. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de transit, qui sont extrêmement réfractaires à consommer du chocolat. Auquel cas, là, on rentre quand même dans les problèmes de transit. Il y a aussi une influence sur le stress, le psy, tout ça. Donc après, on rentre dans d'autres types de problèmes. Mais le chocolat, ça constipe pas. Il n'y a pas vraiment d'aliments qui vont constiper. La constipation, pour lutter contre la constipation, c'est important d'avoir un minimum d'activité physique, parce qu'on a besoin de ses abdos, tout simplement. De boire suffisamment, donc de ne pas être déshydraté. De consommer des fibres, donc ça veut dire fruits et légumes, en gros à chaque repas, c'est pas non plus la peine de manger un pied de salade par repas, voilà. Un peu de matière grasse. Voilà, principalement ce dont on a besoin. Donc le chocolat, c'est gras et sucré. Voilà. Alors j'ai envie de dire, c'est bien, ça tombe bien, ça ramène des fibres. Le chocolat, ça va être assez sucré aussi. Quand on est constipé, pour éviter la constipation, on va éviter de consommer des choses très sucrées. Mais ça va pas plus constiper que la confiture, par exemple. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication à ce que le chocolat provoque de la constipation souvent. Donc manger du chocolat, même si vous avez tendance à la constipation, si vous nourrissez pas que de ça, a priori, ça devrait plutôt bien se passer. Bon, c'est bien. On le saura pour Pâques. Ouais, voilà. Vous pourrez dire non, c'est bon, je peux en prendre. Je peux en prendre. Bon, moitié sur cette réponse, donc voilà, partagez. Le citron brûle les graisses. Ça aussi, je ne connaissais pas. Tu connaissais pas? Non. T'es pas très aguerré à la nutrition. En fait, moi, je pose les questions, tu vois. C'est ça. Alors, le citron, c'est assez acide. Alors, ça va bien dégraisser au niveau ménager. Ça c'est sûr, la plaque, vitraux, tout ça. Ça va bien. Pec citron. Bon pec citron. Voilà. Alors c'est vrai, le citron c'est acide.
d'accord ? Mais il n'y a pas vraiment d'aliments qui vont brûler les graisses. Enfin, je veux dire, l'acidité du citron, elle va pas venir jusque dans les cuisses, les poignées d'amour ou je sais pas trop quoi, venir dissoudre les graisses, quoi. Non. Ah zut! Non, heureusement, vous vous rendez compte le massacre sinon. Donc non, le citron, c'est pas un brûle-graisse. Il va pas produire non plus, quand il est digéré, ce qu'on appelle un bilan négatif. Genre, il coûte plus d'énergie que comment... Il coûte plus d'énergie à être digéré que ce qu'il va apporter. Non, ça marche pas. Par contre, si vous consommez, il y a des diètes au citron. On va consommer que du jus de citron. Là, c'est acide. Au niveau brûlure de l'œsophage, brûlure gastrique, ça peut faire très mal. Il y a des gens qui se provoquent jusqu'à des saignements. Donc là, on n'est pas non plus dans le respect de soi. Donc non, il faut arrêter ce genre de choses. Tout le monde ne le supporte pas, justement, le citron, à cause de son acidité. Il existe des cures. Ça se fait beaucoup aussi. Des cures de citron plutôt genre détox. Alors le citron serait un bon draineur du foie, il est assez riche en vitamine C. En ce moment, c'est pas si inintéressant que ça. Le matin, du citron coupé avec de l'eau, votre œsophage vous remerciera, et un peu de miel. C'est vrai qu'en hiver, ça peut être un petit cocktail sympathique pour profiter des bienfaits du citron et du miel en termes d'immunité, de drainage du foie qui sont liés. Mais non, ça ne fait pas maigrir. Voilà. Par contre, ça peut arranger les petits maux de gorge. Ouais, c'est sympa. Ouais, effectivement, avec un peu de miel. Il ne faut pas manger de fromage le soir. Alors ça, c'est terrible. C'est une vérité affreuse. J'espère que c'est faux. Que tous les amateurs de fromage se disent non, c'est complètement faux. Alors ça tient. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. J'ai même entendu. Pas après 17h, là, c'était vraiment terrible, quoi. Ça tient au fait que le fromage, c'est un aliment gras, c'est un aliment qui est plus riche, c'est un concentré. Après, il y a question de quantité. Qu'on le mange le matin, le midi ou le soir, c'est plutôt ça qui va jouer. Finalement, le soir, le fromage, ça peut avantageusement remplacer la viande dont on n'est pas forcément très fan, dont on n'a pas forcément envie de beaucoup cuisiner. Le fromage, c'est assez riche en protéines, donc pourquoi pas ? Finalement, ça correspond très bien à un repas du soir. Alors pourquoi est-ce qu'on disait ça ? Parce que comme c'est plus riche, on dit non, le soir, il faut pas manger trop riche, parce que comme on fait rien derrière, on va prendre du poids. Alors comme on l'a certainement déjà dit, mais il faut toujours un peu répéter, c'est plutôt pas mal. Quand on dort, on n'est pas mort. On est à 70% de notre dépense énergétique. Imaginez notre ralenti, comme le ralenti de votre voiture, c'est 70% de la conso. Donc c'est quand même énorme. Les 30% qui restent, c'est toutes les actions du quotidien. Là, toi et moi, on est à plus de 70%. On est assis, on parle, on est déjà au-delà. Se laver, c'est au-delà des 70%. Donc c'est pas si bas que ça, c'est 70%. Donc finalement, ça ne justifie pas qu'on jeûne quasiment du soir à 19h jusqu'au lendemain matin 7h. Il y a une période de jeûne vachement longue pendant laquelle, on va pas manger, et pendant laquelle on tourne quand même à 70%. Donc non, manger du fromage le soir, c'est pas un crime. L'important, c'est finalement d'être équilibré dans ses entrées et dans ses sorties, quoi. Pourtant, on dit qui d'ordine. Je l'avais pas mis celle-là. Non, j'ai pas mis celle-là qui d'ordine, c'est vrai. Alors, est-ce que qui d'ordine ? Ouais, je suis pas sûre, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui se réveillent la nuit parce qu'ils ont faim. Ouais. Et ça, c'est vrai que les gens qui essaient de s'astreindre à peu manger le soir... dorment moins bien. Ils me disent souvent, moi je peux pas aller au lit comme ça, je peux pas dormir, faut que je mange quelque chose. Et puis pour les gens qui ont un sommeil plutôt léger, ça peut même aller jusqu'à les réveiller. Et puis quand on a faim, on mange, quoi. Rappelons quand même que la faim, la sensation physique de faim, c'est quand même un des signaux que nous envoie notre corps pour nous dire envoie là, il me faut du carburant. Donc non, il n'y a pas de qui d'ordine. Bon, d'accord. Mais à l'inverse, une tartiflette à 21h, c'est plus compliqué pour la nuit aussi. Voilà, une tartiflette. Mais là, on va être plutôt dans un repas assez... la quantité de fromage qu'on va consommer, et là, c'est pas tant le fromage, c'est la quantité de graisse, quoi. C'est des aliments qui sont quand même plus difficiles à digérer. Et surtout, on va manger beaucoup plus salé. Donc déjà, on a la pépille toute la nuit. Et ça peut être plus difficile au niveau digestif. Mais si vous faites votre tartiflette à 21h et que vous allez vous balader après, et que finalement, vous ne couchez pas juste derrière, vous couchez à 3h du mat, franchement, la tartiflette, elle ne va pas vous empêcher de dormir. Mais c'est vrai que... mais après, ça va être question de sensibilité personnelle, quoi. Il y a des gens que ça ne dérange pas, une tartiflette à 21h. Hein. Ah oui, j'en connais. Ah ouais, on en connaît tous. Allez, une dernière pour la route.
Je la connaissais pas non plus, tu vois, décidément. Hein. Manger une banane, ça remplace un steak. Alors moi, est-ce que manger une banane, ça va remplacer un steak ? Quelle idée ? C'est une idée vachement répandue, excuse-moi. Souvent, on entend ça. Alors c'est une idée qui perd un peu d'importance, qui est vrai, qui a été plus répandue chez nos anciens, mais finalement qui continue à être véhiculée. Pourquoi ? Alors là, j'ai cherché quand même, parce que j'ai pas vraiment trouvé. Et alors, il y aurait une vague similitude au niveau calorique, mais alors vraiment très vague. La banane, ça apporte surtout, c'est riche en potassium, on l'utilise souvent pour les crampes, et puis c'est riche en glucides, donc en sucre, ça nous apporte de l'énergie. C'est assez intéressant. La viande, un steak, donc on imagine souvent notre steak, c'est un morceau de bœuf, quoi. C'est plutôt riche en fer et en protéines. Alors c'est vrai que y a cette confusion entre énergie et force. La force qu'on a avec ses muscles et qui n'est pas forcément liée à l'énergie. Donc on va pas y trouver la même chose, mais il y a peut-être ce côté un peu fortifiant dans les deux qui nous a incité à croire qu'une banane ça pouvait remplacer un steak. Mais alors pas du tout, rien à voir, quoi. En tout cas, c'est moins cher, c'est sûr. Ouais, c'est moins cher. C'est dommage du coup. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Bon. C'est dommage. Voilà des idées reçues. Les trois quarts pensaient bien que c'était faux, hein, donc. C'est bon, ça dure pas. Après, c'est vrai que sur la population, si on demandait sur la population nationale, on aurait peut-être d'autres surprises. Et puis, c'est vrai qu'il y a des vieilles idées, puis tous les jours, il y a de nouvelles idées qui fleurissent aussi, liées à nos peurs, à nos fantasmes en alimentation, qui sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 100 ans, 100 ans, 200 ans. Ouais. Notamment la force, par exemple, des aliments et la valeur symbolique des aliments sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc, je pense qu'on n'aura jamais fini avec ça, en fait. On a des émissions à faire, alors. Ouais. Voilà des petites idées, on espère vous avoir éclairé. Moi, j'ai découvert des choses, comme vous, sûrement. Et on en a d'autres en stock. On en a d'autres en stock, et puis n'hésitez pas à poster les vôtres. Et puis la semaine prochaine, on commencera par finir les dernières qui nous restent. Et puis d'autres encore, peut-être à chaque fois. Peut-être vous en avez vous-même... vous avez des idées, donc mettez-les, et puis on verra si elles sont vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises. On a tous nos vérités, donc c'est l'occasion d'en discuter. Voilà. On parlera du Roquefort banane, tiens. Sur notre page Facebook, vous pouvez poster tout ceci, RCM Radio Asso. 9h52, dans moins de 10 minutes, le rappel des infos avec Philippe Fournier et l'arrivée de Jérémy pour Made in Local. Merci Elsa. On rappelle que tu consultes sur Saint-Dié et un numéro de téléphone pour te joindre. Oui, le 03 29 55 73 79 sur rendez-vous pour parler de vos préoccupations personnelles en nutrition. Voilà. Et rendez-vous mercredi prochain, 9h. sur RCM.